Parmi les utilisations qu'on a du 747, 4 avions qu'on appelle les avions de l'apocalypse, les E-4B, qui sont des postes de commandement très particuliers parce que ce sont des postes de commandement qui doivent être utilisés dans le cas extrême, dans le cadre d'une conflagration nucléaire. Eh bien, on va dire debout là-dedans. C'est l'heure de lâcher solo. Bonjour à tous, Frédéric Marsali, je suis journaliste sur Aérobuzz. On va parler de Boeing 747, un petit peu bizarre. On va parler aussi de C-130 Hercule et on terminera sur quelques publications liées aux commémorations des 80 ans du débarquement, donc le mois prochain. La nouvelle qui m'a, moi, intéressé, qui m'a marqué en début de semaine, eh ben, on va parler du Sutter Balloon. Qu'est-ce que c'est que le Sutter Balloon? Eh ben, c'est ça. C'est le Boeing 747 SP. L'information qui est tombée en début de mois, c'est que la société de casino Las Vegas Sands a remisé son dernier Boeing 747 SP et l'a convoyé jusqu'à Kansas City. Las Vegas Sands, c'est effectivement une société de casinos. Ils en ont plusieurs aux États-Unis en dehors. Et ils ont une compagnie aérienne dédiée au transport de leurs dirigeants et aussi de clients ou d'affrètement à la demande. Et ils avaient la particularité d'avoir 2 Boeing 747 SP jusqu'à 2020. Et puis, l'avion est plus de première jeunesse, donc ils ont fini par s'en débarrasser. Il s'est remplacé. Alors, en long courrier, ils ont un 767 et ils ont un Airbus A340. Et puis, ils ont du Boeing 737, alors toujours en configuration VIP. Des avions qui sont en aménagement VIP pour le transport des dirigeants, des clients, des gros clients. Et puis en affrètement à la demande, le 747 SP de Las Vegas Sands était devenu célèbre du jour au lendemain en 2018 quand Kim Kardashian et Kanye West ont loué l'appareil pour un de leurs déplacements. Kim Kardashian avait fait une vidéo pour montrer l'intérieur de l'avion. L'intérieur n'avait rien d'extraordinaire, il y avait effectivement des sièges passagers, il y avait une chambre, un bureau, des toilettes, une douche, enfin quelque chose d'assez VIP, mais pas d'extravagant en termes de décoration. C'est vraiment un avion exécutif. C'était parmi les derniers Boeing 747 SP en service. Il en resterait 2 en service sûr. Ce sont les 2 Boeing 747 SP utilisés par Pratt & Whitney Canada pour leurs essais en vol. Celui de Las Vegas Sands, qui a été donc convoyé à Kansas City, son sort est pas très clair. Il aurait pu être acheté par un opérateur qui pourrait continuer à l'exploiter. Mais j'ai vu des sources qui parlaient d'une remise en peinture aux couleurs de la TWA pour une destination musée. Donc on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe pour lui. Donc il reste 2 747 SP donc chez Pratt & Whitney Canada et un appareil, l'ancien VP BAT qui est matriculé N74, attendez que je retrouve l'IMAT, l'ex-VP BAT, donc N74 77 Sierra, serait toujours opérationnel. Il est à vendre. Il y a malheureusement peu de chances qu'il revole finalement parce que des 747, il y a des versions plus avancées et plus modernes qui existent, peut-être un peu plus chères, mais quel intérêt de garder un avion aussi ancien maintenant? Parce que c'est un avion ancien. Donc ça fait 3, peut-être 4 Boeing 747 SP qui restent en service aujourd'hui. C'est un avion qui m'a toujours amusé, intrigué, et donc j'avais fait un papier sur lui et en 2015, donc il y a 9 ans, il en restait 13 en service. Aujourd'hui, il en resterait 2, peut-être 3. C'est une disparition progressive d'un avion qui a une allure incroyable et qui a une histoire sur laquelle on va revenir parce elle est particulière quand même, son histoire à cet avion. Voilà, ça c'est le VP BLK, celui qui a été retiré du service donc en début de mois. Et pour faire cette photo, puisque je suis l'auteur de cette photo, j'ai pas eu à me déplacer bien loin, puisque celui-là, comme d'autres, c'est fait de mon balcon. J'ai un balcon qui donne sur les finales du Bourget, et j'ai eu la chance de voir entre 2010 et 2017 pour les derniers, 4, 5, peut-être 6 Boeing 747 SP différents venir au Bourget et avoir réussi à les prendre en photo à peu près tous sous cet angle-là. Ouais, c'était mon petit plaisir. Voilà, ça fait partie des trucs qui étaient sympas. Sachant qu'à l'époque, je les suivais pas forcément beaucoup sur Flight Radar. C'était à l'oreille. Quand il fait beau, la fenêtre ouverte, on entend un bruit bizarre. Bon, la fenêtre, l'appareil photo est posé sur une étagère qui donne directement sur la fenêtre ou sur le balcon en fonction de là où je travaille. Et donc, bruit bizarre, on va faire un tour sur le balcon et puis des fois, oh, un 747. Et le premier, c'était ça. Je suis en train de travailler, un bruit bizarre, je sors l'appareil photo, oh, un Boeing 747, je fais des photos et quand je les mets dans l'ordinateur pour regarder, je fais: «Ah,
C'était un SP. Ça devait être le VP-BAT d'ailleurs à cette époque-là. Donc voilà, c'est pour ça aussi, c'est lié, enfin mon attachement à cet avion vient du fait que c'était un appareil qu'on voyait de temps en temps au Bourget, qui est un appareil singulier. Ce qui fait l'intérêt de spotter ou de faire des photos d'avions, de les regarder, c'est les avions rares, les avions amusants, les avions intéressants. Le SP, cochait toutes les cases. C'était un appareil qui était facile à photographier parce que même avec un 400 mm, même si je suis un peu loin de l'axe, j'arrive à sortir une photo qui est publiable puisque c'est celle qui a accompagné l'article. Donc les grosses bécanes comme ça, c'est toujours un vrai plaisir à photographier. Bon, on en voit un petit peu moins ces derniers temps. Bon, on verra pourquoi aussi. Alors, bah, ça, c'était donc en 2015, aux alentours de juin 2015, il était venu à Paris. Je crois que c'est sa seule venue en France à cette époque-là. Alors évidemment, impossible de savoir pourquoi, comment, pour qui, mais l'essentiel, c'est que bah, voilà, je l'ai vu. Je l'ai vu à l'aller et je l'ai vu au départ, puisque bah, si je peux les shooter dans un sens, je peux les shooter dans l'autre sens. Donc ça donnait ça au départ. Le Boeing 747 SP, c'est quoi cet engin? Vous avez vu sa forme, il est compact, il est plus court que les autres, il est tout trapu, une forme tout à fait bizarre. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui le trouvent mignon, attachant, qui ressemble à une caricature de Jean Barbeau, par exemple, et puis il y a ceux qui détestent. Moi, j'étais longtemps indifférent. À vrai dire, j'ai même découvert la version un peu sur le tard. C'est un avion de dessin animé, ce truc-là. C'est une forme improbable, puis c'est une histoire géniale, donc allez, c'est parti. En fait, l'avion, le 747 SP, fait son premier vol, je crois, en 1975, et il arrive à une période charnière pour l'histoire du Boeing 747. Au moment où le 747 sort, faut pas oublier qu'à la base, c'est un avion qui est transitoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a une bosse. C'est un avion cargo qu'on a construit en urgence, en configuration passager, en attendant d'éventuels supersoniques qui allaient dominer l'espace aérien dès le début des années 70. Bon, les choses se sont pas du tout passées comme ça, et le fait que l'avion était un gros porteur, il a été construit donc en configuration passager. La bosse, elle est là juste pour libérer le fuselage pour le jour où les supersoniques seront là. On passe au tout cargo et on peut les charger par le nez avant. Et puis, bah, comme les choses se passent pas du tout comme ça, l'histoire de l'avion continue. Sauf que les investissements très très lourds que Boeing a fait dans cet appareil, l'entreprise a du mal à les récupérer. Les ventes du Boeing 747 au début des années 70, elles ne sont pas bonnes. Elles sont correctes les 2 premières années. En 70, par exemple, il livre 92 747. Là, ça tourne à plein régime, tout va bien. En 71, les livraisons tombent à 69. Et en 72, alors on est bien avant le choc pétrolier qui va arriver l'année d'après, la production de Boeing 747 tombe à 30. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'avion est trop gros. Les lignes aériennes, dans les années 70, elles sont loin d'être aussi fréquentées qu'aujourd'hui, et les taux de remplissage des Boeing 747 sont pas bons. Donc les compagnies se retrouvent avec des avions qui sont trop gros, trop chers pour leur usage. Donc au début, il y a un engouement, ils ont commandé les avions qu'elles s'étaient engagées à commander parce qu'il fallait bien lancer l'appareil, mais il y a un ralentissement des ventes. Et malgré tout, il y a plusieurs centaines de millions de dollars à rembourser, tout ce qui a été investi sur la conception de l'avion, et Boeing tire la langue. En face, il y a quoi? En face, à ce moment-là, il y a deux appareils qui se vendent correctement, qui sont essentiellement le DC-10 et le Lockheed TriStar, qui sont, eux, des avions gros porteurs, qui ont une capacité de passagers un petit peu en dessous du 747. On va dire que le 747, il est taillé pour 400 passagers, et le DC-10 et le TriStar, on va être aux alentours de 300. Avec les taux de remplissage de l'époque, c'est des avions qui, eux, se remplissent bien pour des lignes qui sont entre 6, 7 000, 8 000 km, donc du long courrier intercontinental. Et le 747 se vend pas bien, se vend plus très bien, puisque en 73, on tombe à 30, et en 74, on tombe à 22, et on tombe encore plus bas en 75 avec 21 747 livrés seulement. Donc à ce moment-là, le programme 747, il va pas bien, il faut le relancer, il faut combattre le DC-10 et le TriStar, mais vraiment sur leur propre marché. Et c'est là qu'arrive le Boeing 747 SP, qui est conçu par Joe Sutter, qui est le concepteur du 747, l'ingénieur en chef du programme 747. Et on lui dit, ben voilà, il nous faut une version qui puisse être utilisée sur des lignes
à plus long rayon d'action, donc on va viser carrément 10 000 km d'autonomie. Et le remplissage, on n'est pas obligé d'avoir 400 passagers. Un avion à 300 passagers, ça pourrait bien marcher. Donc ils ont turbiné. Ils ont même pensé à une version tri-réacteur façon 727 avec un réacteur dans la dérive. Et puis finalement, Joe Sutter se dit, on a un avion, on a une cellule, on va faire un truc, on va le raccourcir. Et voilà, c'est parti en 75, premier vol du Boeing 747 SP. Alors au début, il s'appelait 747 SB pour Short Body, donc fuselage court. Et puis finalement, sa désignation a évolué, il s'est appelé donc le SP pour Special Performance. Et effectivement, des performances, les siennes étaient un peu spéciales. Oui, l'autonomie de 10 000 km, ils l'ont atteint. Et ils ont été parmi les premiers avions de ligne à pouvoir assurer des liaisons sans escale de 10 000 km avec 250 passagers. Les pilotes qui ont volé dessus, j'en ai rencontré un il y a longtemps qui avait volé sur celui d'UTA, disait c'était SP, pour nous c'était la version sport du 747. Il était plus léger, il avait la même motorisation, si bien que au décollage, il avait des pentes de montée hallucinantes. Puis il avait une vitesse de croisière qui était très élevée. Je ne sais plus s'il ne montait pas à 0,9, voire même au-delà de 0,9. Le truc est que l'avion, il était conforme au cahier des charges. Ça a été un échec, mais violent. 45 avions construits seulement. Parce que, en fait, et c'est le problème de tous les avions qu'on raccourcit, c'est qu'on garde les frais d'exploitation des avions à fuselage long, sauf qu'on met moins de passagers, donc évidemment, la rentabilité, le seuil de rentabilité n'est plus le même. Et c'est ce qui s'est passé pour le 747 SP. Il a été commandé par des compagnies qui voyaient très bien les lignes sur lesquelles ils allaient le mettre. Mais passé les premières commandes, le soufflet est redescendu, mais alors immédiatement. Et l'avion est produit donc de 76 à 82, donc à 44 exemplaires. Et en 85, si mes souvenirs sont bons, il y a un dernier client qui lève la main qui dit «Ah moi j'en voudrais bien un». Et on le lui a fait puisque les chaînes pouvaient encore le faire, puisque c'était une structure qui était comprise entre le 747-200 et le 747-300. Donc dans les chaînes, à la fin des années 80, on pouvait encore adapter l'outil de production à la fabrication d'un 747 SP, qui a été livré, lui, directement en configuration VIP, parce que quand on y réfléchit bien, longue allonge, habitabilité gros volume, haute vitesse, tout ça, ça coche les cases des avions d'affaires et des avions gouvernementaux. Et c'est dans cette carrière-là que le Boeing 747 SP a fait le plus gros de son temps de vol parce que c'était un avion d'affaires. Les versions BBJ qu'on peut trouver sur les 747, quelques rares 747 gouvernementaux, c'est sur le SP que ça s'est ouvert. Alors à l'époque, Boeing produisait des 747-100 et des 747-200. Le 747-200B avait aussi l'autonomie de 10 000 km. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le taux de remplissage n'était pas très bon, et donc faire voler un avion à moitié vide, ce n'était pas forcément quelque chose d'excellent. Le plus gros des avions quitte les lignes régulières dans les années 90. La crise de 2001, après les attentats, c'est un coup de butoir. Quasiment tous sont dégagés à ce moment-là. Même il y a des avions qui sont ferraillés, mais même ceux qui avaient des records de distance. Un avion de la South African Airways avait obtenu un record de vitesse de 16 000 km sans escale sur son vol de livraison. Ils avaient fait Seattle-Johannesburg sans escale. Là où il avait bien marché, le SP par exemple, c'était sur certaines lignes. Alors, il avait été exploité notamment par la Pan Am sur la ligne New York-Tokyo, Tokyo-New York, parce que c'était une des lignes que l'avion pouvait faire sans escale. Elle fait 10 000 km. La concurrence, à ce moment-là, utilisait des DC-8 qui faisaient obligatoirement escale à Anchorage, que ce soit Japan Airlines ou d'autres compagnies américaines. Les New York-Tokyo se faisaient obligatoirement avec escale. Le SP a ouvert la ligne sans escale. Autant dire que là, le remplissage de l'avion était convenable, avec tous les hommes d'affaires japonais ou américains qui avaient besoin de faire le voyage. Et le fait de ne pas faire d'escale à Anchorage, donc le temps de remplir l'avion, de reposer les passagers, je ne sais pas combien de temps ça mettait, mais on peut interrompre le vol 3-4 heures facile. Donc ça rallongeait d'autant la liaison. Là, le faire sans escale, on se posait dans l'avion, terminé, jusqu'à l'arrivée, tout allait bien. L'avion s'est vendu aussi dans des endroits un peu
qui étonnerait aussi aujourd'hui, puisque Iran Air a été un des clients du SP, et eux l'utilisaient pour ce qui était la ligne la plus longue sans escale de l'époque. C'était Téhéran-New York, pareil, 10 000 km. Évidemment, c'était avant la chute du Shah, mais les avions d'Iran Air sont restés en service sur des lignes régulières jusque dans les années 2010. Ils faisaient des liaisons vers l'Asie. Alors loin des longues liaisons, c'était des vols de 6 000 km avec un remplissage, je ne sais pas quel remplissage ils avaient, mais l'avion est resté en exploitation assez tard, justement, c'est les dernières lignes régulières, c'était en Iran, avec cet appareil-là. Tout le reste, c'était soit des avions d'essai, donc comme on a vu avec Pratt & Whitney, soit des avions gouvernementaux ou d'affaires, comme donc ceux de Las Vegas Sands. Évidemment, il y a le Sophia, l'avion de la NASA, qui était un observatoire volant. Alors, Las Vegas Sands, ils avaient, jusqu'en 2020, ils avaient 2 Boeing 747 SP. Alors, pour la petite anecdote, on les voyait au générique de la série télé qui devait s'appeler Las Vegas, qui racontait des histoires qui se passaient dans un casino. Et le générique, on avait une vue générale du strip, prise de l'aéroport, et on voyait les deux 747 SP qui étaient vraiment garés. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Las Vegas, j'ai jamais mis les pieds, mais je vois un petit peu comment c'est fait. Le strip, là où sont tous les gros casinos, il est juste à côté de l'aéroport. En gros, hein, vous descendez de l'avion, aérogare privée, vous avez la rue à traverser, vous êtes au casino. Eh bien, les deux 747 étaient basés là. C'est des avions qui volaient relativement peu. Malgré tout, ils avaient besoin de temps en temps de maintenance. Et ça, c'est une photo qui a été prise en 2020. C'est le deuxième SP de Las Vegas Sands, qui explique comment il a fini sa carrière. Alors très très bêtement, il était en maintenance dans un atelier d'un aéroport de Louisiane. Et il y a eu une tempête, et la tempête s'est engouffrée dans le hangar, a poussé l'avion contre les parois. Il y a des véhicules qui sont venus le taper, et donc il y a eu des impacts monstrueux sur l'avion qui ont endommagé la structure de l'appareil. Et comme on parle d'un avion qui avait plus de 40 ans, économiquement c'était plus raisonnable de le réparer. Donc Las Vegas Sands a abandonné son avion sur place, il a été ferraillé sur place. Donc ça, c'est le drame qui s'est passé en 2020. Donc on voit les dégâts, l'aile brisée réellement, alors que l'avion était normalement en cours de maintenance pour encore quelques années de vol. Et est-ce que le fait d'avoir amputé la flotte de Las Vegas Sands n'a pas aussi amputé la carrière de l'appareil? Ça, on n'aura jamais la réponse, mais ça fait partie des hypothèses. Et donc l'avion a fini comme ça, broyé, découpé. On en a fait des lingots d'aluminium, fin de carrière. Alors, sur les 45 SP qui ont été construits, donc on a beaucoup qui sont encore visibles sur des aéroports. Ils ont été souvent abandonnés sur place, stockés. Il y en a qu'un qui est vraiment exposé en musée, c'est celui de la South African Airways, qui est sur l'aéroport de Johannesburg et qui est au musée de la SAA, et qui est visitable. Les autres, alors certains ont mal fini. Il y en a un qui a été détruit c'était au Yémen. Il y a eu une révolution, il y a eu des combats sur l'aéroport, et l'avion gouvernemental a brûlé. Bon, parmi les avions des SP que j'ai pu voir de mon balcon, donc il y avait les Saoudiens en avaient eu. D'ailleurs, ce sont les premiers à avoir ouvert le bal sur les avions VIP. Celui-là, c'est le HZ-AIF. Sauf que les Saoudiens, ils en ont eu 3 DSP en gouvernemental. Il y a eu le HZ-HM1B et le HZ-HM1C, et donc le HZ AIF. Voilà, ça c'est à son arrivée au Bourget. Un jour, on était en visite dans le hall des hélicoptères, sauf que là, il y avait Flight Radar qui nous avait dit que l'avion arrivait, donc on s'était éclipsé pour aller le faire. Et je crois que c'est une des dernières fois où j'ai vu un 747 SP. Ça, c'est celui du gouvernement d'Oman, qui était très reconnaissable parce qu'il avait une antenne de télécommunication, je pense satellite, qui était ici. Donc c'était vraiment un avion à double bosse. Alors celui-là, je l'ai fait en mai 2015, pareil, sans bouger de chez moi. Alors lui, il a fini, il est toujours exposé. Alors il a été abandonné sur l'aéroport de Muscat, à Oman, et il n'a pas bougé depuis 2020. Il a été abandonné, voilà, tout simplement. Mais il y en a plein, hein. Les 3 Saoudiens sont à Jeddah, pareil, ils ont été poussés dans un coin, ils ne revoleront jamais, ils se dégradent. Christophe, hein, pour ces appareils-là. Alors celui-là, c'est le VP-BAT, il était utilisé par le Qatar. Alors lui, on le voyait souvent en Europe, pour des raisons évidentes. Il était vraiment très très joli. Alors lui, donc je l'ai vu assez régulièrement de chez moi.
Puis la première fois que je l'avais vu, c'était là et c'est une rare photo où j'ai 2 Boeing 747 SP sur la même image. Ça se passe à Châteauroux en 2009. C'était le jour où le Boeing 747 100 supertanker était venu faire une démonstration, donc en 2009. Et donc juste après la démonstration du supertanker, on était repassé de l'autre côté, côté aérogare. Et le VP BAT avait enchaîné une série de touch and go parce que l'équipage était en recurring, en entraînement. Autant dire qu'on était content, on avait fait le Boeing 747 au largage, le supertanker. Et puis là, le VP BAT, ouais, c'était sympa. Et puis donc celui-là, c'est celui qui était utilisé par Corsair, qui est stocké à Châteauroux depuis son arrêt de service, qui a servi à plein de choses, qui est dans un état assez triste. Mais c'est un avion qui s'est rendu utile. Par exemple, il y a eu des exercices du GIGN à bord pour des exercices de récupération d'otages, par exemple. Il y est toujours. Il devait être démantelé, mais visiblement, il a pas bougé depuis. Et donc, il est là et il reste là. Alors, c'est un avion qui aurait peut-être mérité d'aller au musée. C'est pas évident. Mais pour l'instant, la cellule, elle est encore là et elle sert toujours. Ça, c'est l'ex-Corsair, donc tel qu'il était en 2009 à Châteauroux, qu'on voit que les réacteurs avaient été démontés. On voit le 747-100, le supertanker, il est juste là. C'est un aéroport sympa, simplement lui, il est dans une zone où tu peux pas aller te promener comme ça. Je sais qu'il y a une école de pompiers d'aéroport qui s'est montée juste à côté. Alors, à voir s'ils n'utilisent pas aussi l'appareil pour leurs exercices. Ça s'arrose bien, hein, 747. Bon, après, ça rouille, mais c'est un autre problème. J'avais été en contact avec un des formateurs de cette école, mais c'était en plein pendant le confinement, donc on s'était plus ou moins donné rendez-vous après, puis ça s'est jamais fait, mais c'était un bon sujet, ça, l'école des pompiers d'aérodrome, c'est un truc que je referais bien de ces quatre. Et voilà, ça, c'est la photo que j'ai cherchée comme un malade il y a, il y a 3 semaines, quand on avait fait l'émission sur le DC-8 de la NASA. Je savais que dans mes archives, il y avait une photo, on voyait le DC-8 à côté du Sophia. Ben là, voilà. Elle était sous la main. Et je l'avais sous la main, mais impossible de la retrouver. Donc ça, c'est une photo NASA qui montre ces deux appareils de légende qui aujourd'hui sont retirés du service et qui sont, comment on appelle ça? Ça, c'est un Apo à spotter. Deux avions qui ont des allures incroyables. Euh, Là, le Sophia, la prise de vue est intéressante parce qu'on voit que le télescope, il est là. On voit la forme particulière du SP. Les ailes du SP sont spéciales. Sur tous les Boeing 747, vous avez des volets à fente. Et là, sur les SP, on le voit bien sur les photos à l'approche, c'est des volets monoblocs. Pareil, le positionnement du plan horizontal est légèrement plus bas qu'il ne l'est sur les autres versions du Boeing 747. Et surtout, ce qui est distinctif, c'est que la dérive est plus pointue et elle fait 1,60 m de plus. Parce que, il fallait un petit peu plus d'autorité au pied puisque l'avion était plus court, donc pour éviter les phénomènes de zigzag, l'appareil a été modifié. Alors il me semble que les volets, c'est pour alléger l'appareil, puisque le but du jeu, c'était d'atteindre des autonomies, des distances franchissables beaucoup plus importantes. Il fallait léger de partout. C'est un avion qui était un peu mythique. Les gens qui partaient avec Corsair, c'était des lignes un peu mythiques. C'était avec le SP qui desservait notamment Nouméa ou Tahiti. Donc c'était vraiment des destinations qui faisaient rêver. C'était vraiment un avion qui ouvrait des perspectives. Ça a été le premier à atteindre les 10 000 km d'autonomie. Alors, la concurrence en face, effectivement, le DC-10, le DC-10, ça s'est arrêté assez vite parce que il y a eu les drames et puis que les gens se sont désintéressés de cet avion qui avait pourtant l'avantage d'être réacteur. Donc, un réacteur de moins, c'est quand même un poste budgétaire en moins, donc c'est super important. Pareil pour le Tristar. Le Tristar, c'est une réussite technique, mais c'est un échec commercial, mais très lourd. Il n'y a eu que 250 Tristar construits, il y a eu 400, un peu plus de 450 DC-10. Et finalement, même si la version SP n'a fait que 45 exemplaires, permis d'ouvrir la voie au 747-300 qui n'a pas marché extraordinairement, je crois qu'il a fait 80 exemplaires, mais qui a surtout ouvert la voie au 747-400. Et là, le 747-400, ils en ont vendu 600. En fait, c'était peut-être l'étape qui a permis de faire la liaison entre les versions classiques 100 et 200 et la version 400. C'est un peu un engin un peu expérimental. Ça fait un peu penser à la 318 dans un sens. C'est clairement ça, c'est-à-dire que les avions qu'on raccourcit, c'est rare que ça soit des cartons, parce que coût d'exploitation. La 318, je sais plus, c'est moins de 80 machines produites, parce que tu prends un A320, tu mets moitié moins de passagers dedans, tu as les coûts d'exploitation d'un A320, mais tu n'as pas le remplissage.
Donc c'est pour des missions très particulières. Bon, l'avion est un peu plus léger, au niveau du carburant, tu t'y retrouves un peu, mais malgré tout, tu as 2 réacteurs, c'est de la maintenance. Donc les avions raccourcis marchent relativement moins bien. Par contre, les avions que tu allonges, bah, regarde, l'exemple de la 318, il n'y en a pas eu beaucoup. Par contre, la 321, c'est simple, hein, 70 des commandes de la famille A320 qui sont à livrer, dans le carnet de commandes actuel d'Airbus, 70 c'est des 321. Pourquoi? Bah, c'est simple, tu as les coûts d'exploitation de la 320, mais tu mets 200 passagers. 200, 220. Donc forcément, ta rentabilité, elle est meilleure. Si tu as le remplissage qui va bien. Or, aujourd'hui, visiblement, le remplissage est bon. Franck met bonne remarque. Les avions qu'on rallonge, c'est souvent des cartons. Techniquement, ça s'appelle des tail strike. Avec la 321, il faut faire attention de ton angle avec lequel tu touches la piste, parce que si tu mets trop d'angle, eh ben, tu vas toucher de la queue et ça va faire des dégâts. Donc ça, c'est vraiment le dégât qu'il faut faire attention. Le 321 prophétie de la disparition du 757. L'adversaire, c'est le 737 MAX, qui est aussi une version allongée du 737, mais on s'aperçoit qu'il y a un moment où si tu l'allonges trop, tu as d'autres problèmes. Et là, c'est la hauteur qui fait que tu es obligé de déplacer les réacteurs parce que les grosses soufflantes, tu peux pas les mettre sous les ailes. Il n'y a pas la place. Déjà, sur les versions 400, tu avais été obligé de raboter un peu les CFM 56 pour que ça frotte pas, hein, parce que t'as pas un rond parfait à l'entrée d'air du réacteur. Mais là, tu vas encore plus loin avec les max. Donc, tu déséquilibres l'avion et tu inventes le MCAS pour compenser tout ça. Et puis, quand le MCAS est mal programmé ou mal utilisé, bah, ça fait 2 catastrophes majeures. Et Boeing a du mal à s'en relever réellement. Là, c'est vraiment un gros, gros problème. Donc, vous voyez, le SP, c'était une version courte, techniquement très réussie. Il y a un accident en exploitation. Je crois que c'est un Panam qui, au retour du Japon, il y a un souci moteur, le pilote automatique à 32 000 pieds qui ne comprend pas, l'avion qui part en vrille. L'équipage qui récupère l'avion après une chute de 10 000 mètres. Il y a 2 blessés graves à bord, sans doute 2 personnes qui étaient mal attachées, ou alors qui se sont pris les porte-bagages sur la tête. Ça peut faire de gros dégâts. L'avion s'est posé, si je me souviens bien, à San Francisco. Et il a revolé derrière. C'était un avion plutôt costaud, hein. Pareil, ça c'est une photo qu'on a faite à côté de l'aéroport de Moravie. C'était bah, toute une rangée de Boeing 747, ça devait être des 100 et des 200 cargos en fin de carrière. Et puis là, il y avait un SP qui venait d'être acheté par la NASA pour servir de réserve de pièces détachées pour le Sofia, justement. Alors, c'était une ambiance particulière, cet aéroport, avec les montagnes derrière, le désert. On avait pris la pluie un peu avant. Ben Moll, ouais, cimetière des éléphants, oui. Ça, c'est, je pense, la meilleure source qu'on puisse trouver sur le Boeing 747 SP. Alors, c'est un livre qui a 25 ans maintenant, qui avait été fait dans la série Great Airliners. C'était le premier à couverture rigide, collection où il y avait eu un très beau livre sur le DC-10, sur le DC-8, sur le DC-9, et il y avait eu un volume spécial sur le 747 SP. C'est une bible. Alors, elle n'est pas très grosse, hein, c'est 150 pages. Il est assez difficile à trouver aujourd'hui. Même à l'époque, on galérait pour se faire réapprovisionner. C'est un livre majeur. Il est magnifique. Des photos couleurs sublimes. Et surtout, c'est une source d'information sur le SP qui est incroyable. Alors, la version SP, on la retrouve dans tous les livres sur les Boeing 747 classiques, mais en général, c'est traité assez rapidement parce que avec 45 exemplaires construits, pas lieu d'approfondir. Mais non, 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 c'est un avion sur lequel il y a énormément de choses à dire pour peu qu'on ait la doc. C'est une référence. Celui-là, si vous le trouvez, honnêtement, hein, pas à n'importe quel prix, il faut quand même pas exagérer. Là, j'ai fait un petit tour tout à l'heure pour regarder, j'en ai vu, ça tournait autour de 50 $. Autour de 50 $, ça les vaut. Le livret est vachement bien. Il est très joli, en bon état. 50 $, faut les mettre, il n'y a pas de problème. Plus, ce sera à vous de voir. Moins, achetez-le. Bon, vous posez pas de questions, achetez-le. Du 747, on en a reparlé aussi cette semaine. Ça, c'est une brève que j'avais faite au début du mois. Et on va parler aussi à nouveau de conversion d'avion. Parce que le 747, ce qui est intéressant, c'est pas tellement sa carrière de transport de passagers, mais c'est sa carrière cargo et c'est toutes les versions spéciales. Ce qui est intéressant dans les avions, dans ces avions, et c'est aussi ce qui m'intéresse moi beaucoup, et c'est pour ça que je m'intéresse aux bombardiers d'eau notamment, c'est tout ce qui est dépassement de fonction. Vous avez des avions qui sont conçus pour une mission A et qui le font bien. Et puis,
dans leur carrière, il arrive un moment où on les convertit pour autre chose, et soit là, ça devient des échecs, ou alors ça devient des triomphes. Le 747, c'est un avion bâtard, dans le sens où, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un avion transitoire, en attendant les supersoniques. Donc c'est un avion cargo à la base dans lequel on a mis les passagers. Et puis comme cargo, ben, il est bon. Et puis il y a tout ce qui est opération spéciale, jusqu'au supertanker, qui a été utilisé pour larguer du retardant sur les feux de forêt californiens notamment, ou ailleurs d'ailleurs, jusque dans la cordillère des Andes. Eh bien, toutes ces histoires de dépassement de fonction, ça, je trouve ça fascinant. Et c'est là qu'on voit les bons avions. Et on en connaît un certain nombre qui ont eu des carrières de base sans relief et qui, dès qu'ils sortent de ces fonctions-là, font des choses exceptionnelles. Le Boeing 747 SCA dont on a parlé, ça rentre là-dedans. C'est un avion, c'est pas conçu pour ça. Pourtant, on lui a mis une navette sur le dos et il n'a pas fait que les transporter. C'est que les premiers essais de vol de la navette en vol plané, c'était largué depuis le 747-100. Et parmi les utilisations qu'on a du 747, on a évidemment les VC-25, qui sont les avions de transport présidentiels, mais là, c'est quoi? C'est simplement du VIP, avec quelques petites nuances. Et puis, il y a les 4 avions qu'on appelle les avions de l'apocalypse, les E4B, version militaire du 747-200, qui sont des postes de commandement aéroportés. Et ces postes de commandement sont très particuliers parce que ce sont des postes de commandement qui doivent être utilisés dans le pire des cas, dans le cas extrême, c'est-à-dire dans le cadre d'une conflagration nucléaire. Et il y a 4 avions qui sont en service depuis les années 70, on imagine bien dans quel contexte ils ont été imaginés. Et aujourd'hui, on a eu des informations sur le successeur. Et ça, on va en revenir tout de suite. Le plus rigolo, ça reste les avions qui sont meilleurs dans la deuxième carrière que dans la première. Par exemple, le DST, qui a été conçu pour transporter de nuit et qui n'a quasiment jamais fait ça, mais qui devait l'avion du débarquement et du ravitaillement de communautés paumées en Yukon ou dans l'Antarctique. Le DST, Douglas Sleeper Transport, qui est tout simplement le DC-3. Effectivement, on part du DC-2, qui est un avion de transport standard. On dit, tiens, on va mettre des couchettes dedans, ce sera plus confortable. Bon, pour mettre les couchettes, on va l'élargir un petit peu de quelques centimètres. Je crois que le fuselage, il est un peu plus large de 30 centimètres, mais c'est 30 centimètres qui changent tout. Parce que ces 30 centimètres-là, quelques années plus tard, c'est les 30 centimètres qui permettent de mettre une Jeep à l'intérieur. Et là, le sort de la guerre change. Mais le Grumman Tracker, c'est la même chose. Et comme tu le dis dans ton message, il est conçu pour faire de la traque au sous-marin. Il n'a jamais eu besoin vraiment d'intervenir. Il a participé à la guerre des Malouines, mais de façon très anecdotique. Il a été utilisé en mode chasseur de mines pendant la guerre du Vietnam, mais encore une fois, c'est très très anecdotique. Par contre, le jour où on le transforme en bombardier d'eau, ça devient terrible. Donc, pour en revenir au 4B, donc on a appris il y a une dizaine de jours que donc le contrat pour la succession des E4B, donc ces postes de commandement avancé, était attribué à la compagnie Sierra Nevada Corporation. Alors, c'est une entreprise dont l'activité est liée au spatial. Ils sont impliqués dans les programmes Dream Chaser ou Blue Origin. Ils sont aussi impliqués dans le programme Artemis, donc qui est le programme de la NASA de retour sur la Lune. C'est un opérateur contracteur pour des avions genre ISR, et ils font aussi beaucoup de modifications d'avions. Entre autres, ils sont propriétaires des certificats de type des Dornier 328 et Dornier 328 Jet. Ceci dit, sur ces deux types d'appareils-là, pour l'instant, il ne se passe rien. C'est un opérateur qui fait aussi des modifications d'avions, donc genre Beach King Air pour les forces spéciales ou pour des missions ISR, donc reconnaissance, boule thermique, etc. Donc ça reste une grosse, grosse boîte, et ils ont eu leur plus gros contrat, puisqu'ils ont un contrat de 13 milliards de dollars pour fournir les successeurs des E4B. Alors, les E4B, ils sont en service depuis le milieu des années 70. Ils n'ont évidemment jamais servi pour leur mission principale, qui est d'avoir à bord l'ultime autorité américaine qui soit en place pour donner ces directives, c'est-à-dire le tir des missiles balistiques, le lancement des missiles depuis les sous-marins ou les frappes nucléaires avec les avions, donc les ripostes nucléaires. C'est un avion qui doit recevoir le président des États-Unis ou le vice-président après une frappe nucléaire, qui permettrait la continuité
de la mission de chef des armées du président américain. Pour ça, l'avion est modifié assez substantiellement puisqu'il est ravitaillable en vol. Il y a des systèmes de communication durcis et variés puisqu'il doit pouvoir donc donner des ordres avec toutes les vérifications qui vont bien au silo lance-missiles, au sous-marin ou à la composante aérienne. Il doit pouvoir aussi communiquer avec les alliés et ces communications-là doivent être particulièrement protégées. Donc il y a tout un ensemble. Et surtout, l'avion doit rester en l'air assez longtemps. Les chiffres qui sont donnés de ci, de là, c'est un avion qui théoriquement doit pouvoir tenir une semaine sans toucher terre. Alors, autant en termes de nourriture et d'eau, bon, un 747, il y a de quoi stocker de la vitelle. Par contre, il faut que les moteurs puissent fonctionner, que l'huile puisse continuer à circuler, à éventuellement changer. Parce que quand vous avez, alors je ne sais pas comment fonctionne l'huile sur les 747, si c'est un recyclage permanent ou si c'est à l'huile perdue, mais je connais un certain nombre d'avions dont la limite d'autonomie n'est pas liée au carburant puisqu'ils sont ravitaillables en vol, mais c'est la limite de la nourrice d'huile. Je pense au Super Étendard, par exemple, dont les missions les plus longues qui ont été faites par des pilotes, et notamment par des pilotes français en Afghanistan, c'était 6 heures. Ils pouvaient tenir plus, sauf que la nourrice d'huile qui était à huile perdue, au bout de 6 heures, elle était vide. Donc là, il n'y avait pas d'autre choix, il fallait se poser. Voilà, avec la petite marge de manœuvre, hein, c'était peut-être 7 heures, mais on ramenait les avions au bout de 6. Bon, ceci dit, vu le fuselage et le cockpit d'un super étendard, au bout de 6 heures, réussir son appontage et sortir de l'avion, c'était un exploit. Mais l'avion ne peut pas aller au bout de 6 heures, pas à cause du carburant, pas à cause du pilote. Pour peu qu'il ait une bouteille planquée dans un coin et un sandwich, il peut tenir peut-être 7-8 heures. Mais non, c'était l'huile. Donc, problème qui pourrait se poser sur un avion comme le 747 qui doit rester une semaine en l'air. Donc, il y a un certain nombre de modifications. Bon, Sierra Nevada a eu le contrat pour la succession des E4B qui sont en service actuellement. Alors, ce sont des avions qui, même s'ils n'ont jamais fait leur mission principale, ont été beaucoup utilisés. Et on sait qu'un 747, ça peut voler 100 000 heures. Eh ben, l'US Air Force a calculé que ces E4B allaient arriver à 100 000 heures aux alentours de 2030. Donc, c'est à ce moment-là qu'il fallait les remplacer. Alors, ça paraît beaucoup, 100 000 heures, mais visiblement, ce sont des avions qui sont très régulièrement utilisés. Alors, pour des missions qui sont quand même pas si éloignées. Ils sont utilisés en backup, par exemple, pour certains déplacements très difficiles, dans des missions difficiles pour les VC-25, les Air Force One. C'est-à-dire que quand le président des États-Unis se déplace, il ne se déplace pas qu'avec un seul avion, il y a souvent un deuxième VC-25 ou éventuellement un E4B qui a pour avantage d'avoir une suite de télécoms très importante, dans ce qui permet de garder une continuité avec l'ensemble du gouvernement, par exemple. Il est utilisé pour le transport du secrétaire d'État à la Défense, donc en gros le ministre de la Défense américain, pour des déplacements du chef d'état-major des armées américaines, éventuellement. Et puis alors, il est utilisé réellement sur certaines crises réelles et sérieuses. Par exemple, pour Katrina, les E4B ont été utilisés pour leur mission de centre de commandement aéroporté, justement grâce à leur système de communication, permettait de coordonner l'ensemble des secours sur place en étant au-dessus du terrain, mais en ayant toutes les communications permettant de faire intervenir la FEMA d'un côté, les pompiers, la garde de l'autre. Donc là, il a été utilisé alors pour une crise majeure, pas aussi grave qu'une guerre nucléaire, mais pour une crise importante. Donc c'est pour ça que ce concept de poste de commandement aéroporté, l'US Air Force tient à le maintenir. Alors, là où on a des informations qui sont un petit peu contradictoires, c'est que dans les différents articles qui ont été publiés à l'annonce de ce contrat de 13 milliards de dollars pour Sierra Nevada Corps, il a été question de 8 à 10 avions. Il n'y en a que 4 à remplacer. Alors, est-ce que l'US Air Force ne voudrait pas étendre cette fonction? Est-ce qu'elle ne voudrait pas reprendre aussi un certain nombre de missions qui sont assurées par d'autres avions vieillissants? Je pense aux Boeing 707 Takamo qui sont utilisés pour la communication avec les sous-marins, par exemple. Est-ce que l'Air Force ne reprendrait pas la main sur ces projets-là, sachant que les Takamo sont plus ou moins en fin de carrière et que l'US Navy voudrait les remplacer par des C-130J?
et abandonner aussi un certain nombre de missions liées à la dissuasion nucléaire au passage. Donc est-ce que la flotte ne prendrait pas un peu plus d'ampleur parce qu'elle va récupérer d'autres missions? Ça, c'est une question. L'autre question qui se posait, c'est évident, les 747, il n'y en a plus en production, donc quels avions utiliser? Et ça y est, on a eu la réponse hier, au moins pour une partie, puisque la compagnie aérienne Korean Airlines a annoncé qu'elle allait céder, elle allait vendre 5 de ses Boeing 747-8 à Sierra Nevada Corps pour ce programme. Alors, le budget pour 5 avions 747-8i, donc en configuration passager, ce sont des avions PAX qui vont être modifiés. C'est un contrat de 674 millions de dollars pour 5 avions. Et le cinquième sera livré, quoi qu'il arrive, en septembre 2025. Ça veut dire que dans l'année qui vient, Korean Airlines, qui a, je crois, 9 Boeing 747-8i, donc en configuration passager, va amputer sa flotte de 5 appareils pour les transférer à Sierra Nevada. Ça s'inscrit pour eux dans le cadre de la modernisation de leur flotte. Simplement, il n'y a pas eu d'annonce sur l'appareil qui prendrait la suite. C'est pour des longs courriers, donc on peut imaginer de la 350, on peut imaginer aussi du 777. À voir, il n'y a pas eu d'annonce là-dessus. Ceci dit, c'est le début de la fin pour les 747 8i de chez Korean. Et c'est avec ces avions-là que Korean dessert notamment Charles de Gaulle. Ça fait partie des derniers 747 qu'on pouvait voir à Paris. Donc ça nous impacte, nous, quelque part, amateurs de photos depuis les balcons. C'est encore une affaire qui va être suivie parce que l'entrée en service de ces avions, elle n'est pas prévue avant 2035. Sierra Nevada Corps a 12 ans pour modifier les avions. Ceci dit, ils vont recevoir les cellules très vite. Simplement, il faut les modifier lourdement. Il faut rajouter, bon, il faut enlever tout ce qui est PAX. Enfin, aménagement PAX, c'est vite fait. Il faut avoir un aménagement, et on va le voir sur le E4B, qui est assez fonctionnel, qui n'est pas très très compliqué. Par contre, il faut rajouter un poste de ravitaillement en vol dans le nez, parce que l'avion doit impérativement être ravitaillé en vol. Et surtout, il faut installer tout ce qui est système de communication. Or, sur un avion, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup d'interférences électromagnétiques avec les réacteurs, avec les ailes, avec le carburant qu'il peut y avoir dans les ailes, etc. Le placement des antennes sur un Boeing, ou comme sur n'importe quel autre avion transformé en avion de guerre électronique, c'est un casse-tête. J'en avais discuté avec les gens de chez Thomson qui avaient modifié les SARIG et en fait, ils avaient galéré parce que les antennes se brouillaient entre elles. Donc il avait fallu blinder certains endroits, de positionner d'autres antennes à des endroits moins logiques. Et ça avait été très très compliqué. Donc 12 ans pour ce programme-là, c'est pas aberrant, loin s'en faut. Vraiment. Il s'agit de modifier un 747. Pour l'aménagement intérieur, c'est pas très compliqué. Par contre, pour tout ce qui est système électronique et d'autodéfense et durcissement des communications, là, il y a un travail, mais alors un travail d'Hercule. L'aménagement, voilà, ça c'est les E4B qui sont en service, donc c'est des bas, il y en a 4, ils sont sur base de 747-200. Il me semble que c'était des avions d'occasion aussi à l'époque ou qui n'avaient pas été livrés, à vérifier. L'aménagement intérieur des E4B, alors ça c'est un dessin, on voit le style, c'est un dessin des années 60-70, ça je trouve très joli, dommage que je ne l'ai pas en plus grand. Mais vous avez donc des zones pour recevoir des passagers, y compris des couchettes. Vous avez la zone avant qui est la zone présidentielle, donc là avec de quoi travailler confortablement, hein, de quoi remplacer le bureau ovale, lequel bureau n'est pas très grand, donc quelque part avoir une reconstitution dans un avion, c'est pas un problème. Ce qui est important et ce qui est très difficile à installer aussi dans ce genre d'avion, c'est des douches. Euh, Ça, les spécialistes des avions d'enfer peuvent vous en parler. Et puis de quoi emmener aussi du staff, état-major, parfois aussi des journalistes, et de quoi aussi les abriter. Donc là, vous avez des salles de travail, et puis vous avez des aménagements pour l'atterrissage et le décollage. Donc ça, je ne sais pas si c'est l'aménagement réel d'un E4B, mais on retrouve un petit peu cette structure sur ce dessin qui est un peu plus récent. On retrouve la zone arrière avec les couchettes et les zones PAX. Là, vous avez les commodités. Ici, vous avez donc la zone de travail, mais pour le petit personnel. Encore une zone pour justement placer ces gens en sécurité pour l'atterrissage et le décollage. Il y a des normes à respecter. Là, celui-là est un peu plus intéressant parce qu'on voit que dans le haut du bureau, il y a des couchettes. Donc la zone de repos se trouve dans la bosse. Bien pratique cette bosse. Et puis là, vous avez la zone présidentielle et puis la zone pour l'équipage. Voilà, donc ça, poste de commandement aéroporté et il faut tenir une semaine là-dedans.
Bon, c'est jouable, il faut juste voir sur le plan technique comment ça s'organise. Et puis en termes de communication, donc ça c'est au cas où, par exemple, Washington serait rasé de la carte par une attaque nucléaire auquel il faudrait riposter. C'est pour ça qu'on les appelle les Doomsday Planes. Doom, c'est Doomsday, c'est le jour de l'apocalypse. Parmi les avions qui sont en service chez Korean Air et dont on ne sait pas s'il fera l'objet du contrat Doomsday, il y a celui-ci, le HL alors 7644, qui a la particularité d'être l'ultime Boeing 747 construit directement en version passager. Un avion qui a été livré à Korean Air en 2017. Est-ce que cet avion, historique à plusieurs égards, ne serait pas condamné à devenir un poste de commandement aéroporté? On verra. Pour l'instant, il y a 10 avions qui sont prévus. Il y en a 5 donc, qui sont vendus par Korean Air qui renouvelle sa flotte. Korean Air continue par contre à utiliser des 747 Cargo en version 400 ERF et en 747 8F, mais ceux-là ne sont pas concernés du tout par le contrat. Ce sont vraiment les avions en configuration passager qui vont être transférés à Sierra Nevada. Encore un gros dossier sur le feu. Les forces spéciales américaines demandaient à pouvoir disposer d'un Hercule hydravion, d'un hydravion pour pouvoir arriver sur des îles un petit peu plus facilement, parce qu'il y a des montées des périls dans le Pacifique, et bah, la guerre du Pacifique, on sait comment ça s'est passé, tout ça. Donc ils voulaient un C-130 sur flotteur. Le premier programme a été établi, et il y avait une annonce pour un démonstrateur qui aurait pu voler dès 2023. Sauf que 2023 est passé, et on n'a jamais vu la couleur de l'avion. L'information qui est tombée cette semaine et qui a été traitée sur Aérobuzz par Frédéric Lert, c'est que cette version-là est tombée à l'eau. Voilà, ça ne s'est pas fait. Alors pour des raisons budgétaires. En fait, ce qui est intéressant, c'était le concept. Le concept était intéressant dans le sens où c'est un C-130 Hercule J, voilà, un MH 130, et sur lequel on rajoute des flotteurs. Mais ce ne sont pas des installations permanentes. C'est-à-dire que comme sur les Twin Otter ou sur des Cessna, s'il n'y a pas besoin, on peut enlever les flotteurs et l'avion a son train d'atterrissage standard, donc tout va bien. Donc cette version-là, effectivement, et là on peut, on peut vraiment le dire, est tombée à l'eau. Alors que le truc est compliqué parce que en fait, la partie difficile, c'est les flotteurs. Fabricants de flotteurs, il n'y en a plus tant que ça. Le plus important, c'est Wipair. Et le flotteur le plus gros de la chaîne de chez Wipair, c'est le Whipline 13000, et c'est celui qui est fait pour les Twin Otter. Le Twin Otter, c'est un avion qui fait 5 tonnes. Là, on parle d'un appareil qui doit normalement pouvoir sortir de l'eau à 70 tonnes, peut-être un petit peu moins, mais la masse max au décollage d'un C-130, c'est 70 tonnes. Donc on imagine les contraintes, on imagine la difficulté du sujet. Ça faisait de belles images, c'est jamais plus qu'un gros Twin Otter. Oui, schématiquement, mais tu passes de 5 tonnes à plus de 50, donc oui, c'est gros. Ça fait de belles images, ça faisait de belles images. Mais ça rappelle un truc parce que c'est pas la première fois qu'on cherchait à navaliser un C-130. Oui, ça ferait pas un bon bombardier d'eau. Bah, on va y venir justement parce que j'allais finir là-dessus. Je suis prévisible à ce point-là. Le C-130 sur flotteur, l'idée, bon, elle est originale et intéressante. Il y a des projets en ce moment d'avions de transport à mettre sur flotteur pour les transformer en bombardier d'eau. Donc, si on peut le faire pour des avions un peu plus légers, un peu plus gros que le Twin Otter par exemple, lequel Twin Otter a des flotteurs qui permettent l'écopage et le largage, on imagine bien qu'un C-130 avec des flotteurs, avec un système d'écope et une rade ventrale, on aurait pu le transformer en bombardier d'eau. Sachant que le C-130 Tanker, c'est quand même un des avions sur lequel la lutte contre les feux de forêt aux États-Unis se positionne. Enfin, c'est vraiment un avion essentiel. Et ça fait un moment que ça dure, en dépit de la traversée du désert entre 2002 et 2010. Mais c'est pas la première fois qu'on parle de C-130 sur l'eau. Pendant la guerre du Vietnam, en 1968, il y a eu un premier projet qui s'appelait le Hercule on Water. Et là, la transformation, elle était encore plus complète puisque c'était carrément de faire un hydravion à coque, un C-130 hydravion à coque. En gros, juste modifier cette partie-là du fuselage de façon à avoir une coque. C'était assez loin parce qu'on est en pleine guerre du Vietnam, il y a toujours des tensions dans le Pacifique à ce moment-là. L'idée était de transformer un C-130 en hydravion à coque. Et là, on se dit, ouais, aujourd'hui, moi, je vois ça, je me dis, mais attends, mais là, le problème, c'est que tu lances ça, bah, le AG600, tout ça, c'est les gros hydravions, le Shinmewa, on va y revenir, effectivement, bah, voilà le concept de base, et ça aurait pu très bien
partir de là. Et là, en configuration bombardier d'eau, là, tu as un appareil qui, alors là, ça devait être une base de C130A, B, peut-être H au maximum. T'emmènes jusqu'à 15 tonnes. Tu peux peut-être écoper jusqu'à 15 tonnes avec une machine comme ça. Le programme, alors pour des raisons budgétaires, avec la fin du Vietnam, tout ça machin, c'est tombé à l'eau aussi. Mais c'était assez loin puisqu'ils avaient quand même fait un modèle réduit pour voir, pour essayer de modéliser la coque. Et visiblement, c'était faisable. Simplement, le budget n'a pas permis d'aller au bout. Quelque part, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très dommage. Honnêtement, des Hercule hydravion, enfin, voilà, je demande à voir, vraiment, ça aurait été exceptionnel. Et effectivement, un Hercule hydravion, bah oui, ça donne ça. Là, ce sont des moteurs de C130J. La modification que l'US Air Force veut faire, avec des flotteurs, qui est un système, bon, on se dit flotteur, il y a des histoires d'impact, de résistance qui peuvent être un petit peu compliquées, mais si tu veux un C130 à coque, bah, le Shinmewa. Alors le problème du Shinmewa, c'est que je ne connais pas l'aménagement intérieur, et il y a un 5e moteur qui permet de faire du stall avec, alors je ne sais pas quelle place ça prend, je ne sais pas si on a un fuselage dans lequel on pourrait emmener beaucoup de soldats. Les Japonais, lors des derniers salons du Bourget avant crise, en 2017 et en 2019, avaient envoyé les avions de patrouille maritime PS1, oui PS1 il me semble, qui ressemblent à des espèces d'A320 quadrilles réacteurs qui étaient très très jolis. Ils étaient, très discrètement, mais ils étaient présents au salon du Bourget. Messieurs les Japonais, venez avec un chinois Meiwa au salon du Bourget pour essayer de le vendre. Il y a plein de concepts dans lesquels l'appareil aurait sa place. Je demande à le voir. Je veux le voir en Europe parce que je pense que j'irai pas tout de suite au Japon. Mais lui, ouais, on aimerait bien le voir en Europe. Ou à Biscarrosse. Ah là là, si à Biscarrosse. Non, mais le problème de Biscarrosse, c'est pour faire venir un avion d'aussi loin pour un énorme budget. Franchement, il y a des marchés. Les marchés pour les hydravions sont en train de s'ouvrir. Là, tu as un appareil. Et honnêtement, il est candidat hein, sur le contrat des forces spéciales. Les Américains, ils pensent fortement. C'est un avion qui a été construit à seulement 8 exemplaires au Japon. Vous imaginez ce que ça pourrait donner d'en vendre, allez, une dizaine aux États-Unis, d'en vendre quelques-uns en Europe, parce qu'il est potentiellement avec une version bombardier d'eau de 15 tonnes. Il a été présenté dès le départ par les Japonais comme convertible en bombardier d'eau. Ils avaient fait des essais avec la version précédente. Il y a juste des écopes à rajouter, une trappe, et vous avez un bombardier d'eau lourd 15 tonnes là-dessus. Et en plus, à atterrissage et décollage court. Et ça, on en avait parlé, donc quand on avait fait l'émission, on avait évoqué rapidement le waterfall, où j'avais dit le système de volet soufflé et de soufflage de la couche limite sur les avions bombardiers d'eau, j'y croyais pas hyper fort, mais la discussion que j'ai eue avec les gens de Waterfall derrière, je revois un peu mon positionnement et surtout je suis tombé sur une vidéo, je vais vous montrer. Ça c'est une vidéo qui a été prise au Japon il y a quelques années. Il y a beaucoup de vent, on l'entend, hein, on entend le vent. Donc l'avion est vent de face, il utilise le système de soufflage à la couche limite et regardez la distance d'amérissage. Donc il y a beaucoup de vent, il y a les reverses, il y a le soufflage à la couche limite. Il s'est posé ultra court. Donc, imaginez ça en écopage. Ben, ça veut dire que effectivement, le stall, short take-off and landing, avec un soufflage, ouvrirait des points d'écopage inaccessibles à d'autres avions. On pense au Canadair pour lequel il faut 2000 mètres avec les sécurités incluses pour écoper. Ben là, avec un système de soufflage de couche limite, voilà ce que ça pourrait donner. Alors, la vidéo est un peu trompeuse, c'est que ce jour-là, visiblement, et ça s'entend, hein, il y a beaucoup de vent, donc beaucoup de vent de face, ça réduit d'autant la distance d'atterrissage. Mais l'idée est intéressante à creuser. À voir, encore une fois, quelle place et quelle masse la turbine, la 5e turbine, prend à bord de l'avion. En plus, en termes de tirant d'eau, oui, il est largement supérieur. Mais on peut imaginer, et c'est sans doute ce que les gens de Waterfall vont faire, c'est que ce soit un avion qui n'ait pas besoin de se poser par des creux de 4 mètres. 2 mètres, ça suffirait. Donc, tu n'as pas besoin d'un gros tirant d'eau. On voit effectivement que la coque, elle s'enfonce profondément. Il y a un énorme redent. C'est un gros bateau, cet engin. Le C130 sur flotteur, je suis pas fan parce que les flotteurs, il y a des contraintes par rapport à la structure du fuselage qui sont peut-être très forts. Par contre, un C130 à coque, ça aurait été sans doute une solution très intéressante pour plein de missions et d'où l'intérêt du Shinmewa aussi.
L'AG600 chinois, il ne faut pas se leurrer, il est donné comme bombardier d'eau. Moi, pour l'instant, les données auxquelles on a pu accéder donnent 12 tonnes d'eau, c'est peu pour un avion qui pèse quasiment plus de 50 tonnes au maximum au décollage. Ça veut dire que c'est pas un bombardier d'eau né, et c'est surtout un appareil, il va falloir voir quelle mission on pourrait avoir dans le genre paramilitaire, aviation coloniale. Ceci dit, les 4 premiers AG600 rentrent en service en Chine cet été et là, comme bombardier d'eau. À voir si ils n'ont pas été réaménagés et voir s'ils n'emmènent pas un peu plus que les 12 tonnes qui ont été annoncées au début. Ça, on verra ça cet été, il y aura sans doute des informations là-dessus. Donc j'étais au FANA cette semaine et je ne suis pas revenu les mains vides, je suis revenu avec le nouveau hors-série qui sort aujourd'hui en kiosque, mais j'ai eu la chance de l'avoir depuis plusieurs jours sur ma table de nuit. Alors ce nouveau hors-série, il est intéressant en ce sens que, alors c'est pas un hors-série inédit, c'est un best-of. C'est un best-of d'articles qui sont parus ces dernières années autour du débarquement dans le FANA et qui ont été rassemblés sous une seule couverture. Donc en gros, si vous avez raté les FANA, pour 10 euros, vous récupérez tout ce qu'il faut. Si vous les avez déjà, effectivement, si vous êtes abonné au FANA par exemple, vous allez recevoir un hors-série dans lequel vous retrouverez des articles que vous connaissez. Mais d'un autre côté, ce sera quand même plus rapide et plus pratique pour les retrouver. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir le récupérer en avant-première et donc le feuilleter. Je vais être honnête, hein, le débarquement, c'est pas les articles sur le débarquement dans le FANAS, c'est pas ce que je retiens le plus. De fait, je me suis un peu replongé dans ces articles et il y en a deux que je trouve absolument remarquables sur des sujets intéressants, pas forcément comme ça au premier abord, mais qui sont fascinants. C'est le chapitre 11, qui est un article d'Alain Pelletier sur les équipes qui, à peine les premières troupes posées sur les plages, ont débarqué dans la foulée pour construire des pistes d'aérodromes qui ont servi dans un premier temps pour récupérer des avions en difficulté, mais qui très très vite ont été utilisés pour apporter de l'appui tactique aux troupes qui avançaient pendant la bataille de Normandie. Et on ne se rend pas compte de l'exploit que ça a été pour ces équipes de construire ces pistes à des endroits qu'ils ne connaissaient pas, avec du matériel qui parfois était endommagé au moment du débarquement ou perdu. Il faut juste savoir qu'au soir du 6 juin, il y avait déjà au moins une piste qui était ouverte dans le coin et qui a déjà récupéré au moins un avion en difficulté. C'est un aspect peu connu des opérations aéronautiques au sens large du débarquement, mais c'est vraiment un article, alors là, que je conseille et sur lequel je me suis régalé. Et puis il y a celui-là qui est un article d'Isa Bazin sur les Hellbirds, le travail des avions légers, Aeronca, Piper L4 ou J3, qui ont été utilisés pour faire de la reconnaissance ou de l'évacuation sanitaire pendant la bataille de Normandie et autour du débarquement. Et ça aussi, c'est un sujet rarement traité, vraiment très intéressant. On retrouve des choses sur l'activité de la Luftwaffe pendant le débarquement, qui a été beaucoup plus intense que la légende ne le dit. Il y a eu cet article sur les Français. Il y a 4 pilotes français qui sont morts, 4 aviateurs français qui sont morts pendant les opérations du débarquement. C'est un article de Jean-Pierre Touzeau. Vraiment un très bon hors-série. Si vous avez déjà tous les FANA, bon, peut-être qu'il est dispensable. En tout cas, c'est bien parce que ça va permettre d'ouvrir aussi à un lectorat qui ne suit pas forcément le FANA en permanence. Très bonne lecture et en tout cas, avec les cérémonies qui arrivent, lecture plus que conseillée. Je suis reparti avec le nouveau d'Octavia, alors qui s'appelle Le débarquement vu du ciel. Alors c'est pas un ouvrage inédit, c'est une traduction d'un ouvrage d'un auteur américain qui s'appelle donc Roy M. Stanley, colonel de l'US Air Force de son état et qui est un spécialiste de l'interprétation photographique. C'est un travail qui existe toujours. D'ailleurs, les armées, même les armées françaises, ont toujours un gros besoin d'interprétateurs photographiques, d'interprètes photographiques. Alors, c'est un ouvrage qui a été publié en langue anglo-saxonne en 2013. Voilà la couverture du livre original, The Normandy Invasion. Et c'est pas tout à fait un livre aéronautique au sens strict du terme. C'est un livre qui traite des photos qui ont été utilisées par les Alliés pour préparer le débarquement et pour opérer juste après le débarquement. Donc l'auteur est allé fouiner dans toutes les archives qu'il a pu trouver, a récupéré toutes les photos de reconnaissance autour de la Normandie qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale, et il les commente.
Et c'est pas un ouvrage aéronautique au sens où les vecteurs photographiques sont relativement peu représentés. Il y a peu de photos de Lightning ou de Mosquito. Par contre, il y a toutes les photos qui ont été faites et qui montrent quelles étaient les informations que l'état-major américain avait pour préparer cette opération-là. Et là, c'est donc aéronautique au sens très large. Et là, c'est totalement fascinant. Bon, alors c'est un beau livre qui est assez gros finalement, qui fait 300 pages, qui n'est pas extraordinairement cher, hein. Il fait 39,95 €. Il est en vente depuis quelques jours dans toutes les bonnes librairies. Euh, c'est un beau livre avec une belle couverture cartonnée, avec une belle impression, dans lequel on retrouve une belle carte des opérations du débarquement. Donc celle-là, ça s'est photographié sur mon bureau, le clavier vous donne un petit peu l'échelle. Et voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. On retrouve les photos de reconnaissance avec les commentaires de l'auteur, sur cette photo-là, ben, vous avez les défenses qui sont là. On voit ici, et ça devait être des missions qui devaient être particulièrement difficiles, mission photographique à basse hauteur sur toutes les plages. Évidemment, ils n'ont pas photographié que les plages sur lesquelles ils avaient prévu, hein, de débarquer, mais toutes. Et donc, c'était une mission fort longue. Et évidemment, bon, on imagine qu'il devait y avoir une certaine défense. Faire du vol à basse altitude comme ça, c'est pas un sport de masse. Et voilà le genre de photos qu'il ramenait, et avec une définition qui permettait de voir un petit peu quels étaient les obstacles qui étaient sur les plages. Donc toutes les photos sont identifiées et sont ainsi commentées par l'auteur. Et bon, ça, c'est juste 2 pages prises au hasard. Il y a des choses plus importantes aussi. Il y a des pages qui relèvent des villes, des défenses, et puis après de l'avancée des opérations et les dangers qui traitaient les troupes récemment débarquées. Je l'ai récupéré en service de presse pour justement vous le présenter pendant l'émission. C'est un beau livre, c'est un chouette livre. C'est un livre qui s'adresse peut-être pas forcément à des passionnés d'aviation pure et dure, qui ne s'intéresseraient qu'au volet aéronautique des opérations de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, si vous êtes un amateur de la Seconde Guerre mondiale, passionné des opérations du 6 juin et passionné globalement des histoires de défense, de blocos par exemple, je pense que c'est un ouvrage qui mérite de figurer dans votre bibliothèque. En tout cas, moi, j'étais pas le lecteur cible, mais je me suis plongé dedans ces 2 derniers jours avec beaucoup de plaisir et à apprendre plein de choses, à découvrir plein de choses. Donc, je me permets donc de vous le conseiller. Le débarquement vu du ciel, aux éditions Casa Éditions, donc labellisé Le Fanat de l'aviation d'Ocavia, qui est en vente dans toutes les librairies, bon, donc pour 39,95 €. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez demander à votre libraire de vous le commander, parce que c'est aussi le métier de libraire. S'il n'a pas en rayon, il peut vous le faire venir. Et s'il se débrouille bien, ce sera sans frais de port supplémentaires. Après, vous pouvez le commander sur tous les sites que vous voulez, y compris sur le site de l'éditeur. Les commémorations du 6 juin, bah, c'est dans un mois. J'ai vu qu'il y avait plusieurs manips en cours. Moi, je ne vais pas participer à Tours. À tout. Je sais qu'on a plus ou moins dans les tuyaux une émission spéciale bon, pour cette période-là. C'est en cours de négo. On va voir comment ça s'organise. Pour ma part, j'ai vu qu'il y avait les 11 et 12 juin ou 12 et 13 juin à la Ferté-Alais, la présence de plusieurs DC-3. Il y a une journée spotter le mardi et une journée tout public le mercredi, qui sont organisées autour des DC-3 qui sont venus spécialement des États-Unis. Visiblement, ça a l'air intéressant. Je pense que j'y serai. On ira faire des images et je pense qu'on fera une émission, en tout cas un lâcher solo autour des DC-3 à ce moment-là. Alors, le 12, c'est une journée grand public. Je crois que l'entrée est à 19 € et qu'il y a la visite du musée de la Ferté-Alais comprise dans le prix. La veille, c'est une journée spotter spéciale, nombre d'entrées limitées, mais le tarif est plus le même, je crois que c'est 90 €. Mais bon, ça doit être un petit peu VIP, et puis accès aux avions un petit peu plus facile. À suivre, en tout cas, moi j'y serai le 12. En attendant, moi je vais vous dire un très grand merci d'avoir suivi l'émission, d'être intervenu sur le chat pour apporter vos informations. Je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine.